Je descends le fleuve. Les oiseaux saluent mon passage. Je les entends. Du haut des arbres, ils caquettent dans un brouhaha d'enfer. Je ne les vois pas. Le soleil m'éblouit. Je ne bouge pas. Tout vit autour de moi. Le fleuve coule avec la lenteur des siècles. Je sue. Il me semble que je suis vieux. Quel âge ai-je aujourd'hui? J'ai vécu tant de vies. Je suis le colonel Barbac. Je reste immobile au fond de ma barque. Allongé à fond de cale, je fixe le ciel qui défile au-dessus de moi. La nature grouille et suinte. Je le sens. Je le sens avec une acuité de fiévreux. Les fourmis montent le long des troncs d'arbres. Je sens la chair morte d'un singe, tombé du haut d'un arbre qui gît la nuque brisée, dans un jus sale, couvert d'insectes venus laper sa mort. Cette odeur acide me parvient. Au loin, des fauves s'entredéchirent. On tue à chaque seconde tout autour de moi. Je sens la vie qui se débat comme un poisson hors de l'eau. Je ne bouge pas. Je laisse les cris et les odeurs venir. La nature ne se tait pas à mon passage. Pourquoi le ferait-elle? Le colonel Barbac se mêle à la vie suintante des rives du fleuve. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de calme. Je suis un homme fatigué d'avoir tant tué. Je lève une main pour chasser une mouche venue me lécher les lèvres. J'ai encore la force de cela. Les mouches veulent me butiner. J'ai une haleine de fleurs fanées. Comme j'ai maigri, ma main ressemble à celle des cadavres d'Égypte. Ce n'est pas la main d'un homme de mon âge. On dirait un corps mangé par le scorbut. J'ai la main sèche d'un tueur. Oui, c'est cela qui m'a amaigri comme un vieux cheval. Le sang que j'ai fait couler. J'aurais dû mourir là-bas dans les tranchées. C'est ce qui aurait dû arriver. Mort au combat, décoration posthume, comme les autres. La mère aurait pleuré, mais elle aurait pu être fière au fil des années. Ils y sont tous passés. D'Hermancourt, Castellac, Messard et Barboni, qui a explosé dans un souffle chaud de chair brûlée. J'aurais dû mourir là-bas. Il n'y avait pas de raison que je survive. J'aurais dû allonger d'un nom la longue liste des monuments aux morts. Quentin Ripoll, mort pour la France. Foutaise. Quentin Ripoll. Qui se souvient de ce nom? Mbosolo. Le seul qui méritait d'avoir son nom gravé dans le marbre. Mbosolo,
disparu à jamais avec la fin minable des vrais désespérés. Je me souviens encore de la force de ses bras qui me tenaient serré sur son dos. La boue, tout autour de nous. Il avançait lentement. Et je sentais, moi, qu'il ne céderait pas, que rien ne pourrait plus l'arrêter. Les tranchées s'ouvraient devant lui pour le laisser passer. La voix chaude de Bossolo me tirait des limbes et lavait déjà mes plaies. Cette voix que je n'ai plus jamais entendue. C'est ce jour-là qu'est né le colonel Barbac. Non. Non, c'est plus tard. Bien plus tard. Ce jour-là est mort Ripoll. J'ai vécu plusieurs années comme une ombre, sans nom, sans volonté, avec la démarche lente des grands brûlés. J'ai erré longtemps avant de renaître à nouveau. Je voudrais mettre la main hors de l'eau, mais je n'en ai pas la force. Depuis combien de temps suis-je ainsi, au fond de ma barque? Je le demande aux perroquets rouges qui me voient passer. Ils ne répondent pas. Tant mieux. Je n'ai pas besoin de savoir quel jour nous sommes, ni l'heure qu'il est. Je n'ai pas faim. J'ai toutes mes armes autour de moi. 2 pistolets, 2 fusils, mon couteau, ma baïonnette, une caisse de cartouches, des bâtons de dynamite. Je peux tenir tête à une armée de singes. Je peux incendier la brousse et dynamiter le fleuve. Je sais faire cela. Est-ce que Mbossolo a su qu'il allait sauver un tueur? Quelques semaines plus tard, j'ai voulu le retrouver. J'avais repris des forces. L'infirmerie me laissait sortir 2 heures par jour pour que je prenne l'air. Je l'ai cherché partout. J'ai demandé au capitaine du régiment. Je lui ai expliqué que le gars m'avait sauvé la vie. Il a été gentil. Il a consulté ses carnets et m'a indiqué où je pouvais trouver mon homme. Lorsque je me suis présenté au caporal, il m'a regardé d'un air fatigué et m'a indiqué l'infirmerie. Pas la mienne, pas celle des blessés et des accidentés, celle des contagieux. Il a attrapé une saloperie. Il est là-bas depuis 5 jours. À l'instant où j'ai vu son visage, les yeux clos, les lèvres mi-ouvertes, j'ai su que je ne pourrais jamais le remercier. La grippe espagnole le bouffait de l'intérieur. Il respirait comme un vieillard. Sa famille ne recevrait ni médaille ni argent. La grippe, ce n'est pas glorieux. Il serait notifié qu'il était mort de maladie. Mort de maladie, Mbossolo. Bouffé par la guerre, oui. Bouffé par le front, par le froid de ces terres où il n'aurait jamais dû venir. Tué par les nuits de veille, passé les pieds dans la boue froide, à veiller sur des lignes qui ne lui étaient rien. La grippe espagnole l'a privé de la gloire. Même pas ça. On ne lui aura même pas accordé cela. Le colosse noir qui me portait sur ses épaules, terrassé par un rhume. Je suis resté à son chevet 2 jours. Il n'a jamais repris connaissance.
Que dirait-il s'il me voyait aujourd'hui, glissant au fil de l'eau, le corps plein des odeurs de son continent? Je suis devenu noir ce jour-là, lorsque le médecin a constaté le décès. Je n'ai rien dit. Je l'ai regardé une dernière fois. Je suis devenu noir dans la petite pièce étouffante de l'infirmerie, où les malades toussaient comme des tuberculeux. Les nègres crèvent entassés les uns sur les autres. Ils crèvent d'être venus chez nous. Ils crèvent de subir cette pluie qui vous glace les os et d'obéir aux ordres de cette guerre dans laquelle ils ne sont pour rien. Ils crèvent là, par obéissance et générosité. Et rien, ni médaille, ni merci. On constate leur décès avec la rigueur du gendarme. Renverra-t-on le corps aux familles? Non, ces nègres-là n'ont pas de famille. La patrie, juste la patrie. Un cimetière municipal fera l'affaire. Je suis devenu noir en pensant que Mbosolo allait avoir froid pour l'éternité. Je crève de chaleur au fond de cette barque. Je laisse défiler l'Afrique et je souris, parce que je sais que je ne serai jamais enterré. Je vais pourrir à fond de cale, et il n'y aura personne pour me fermer les yeux. Le colonel Barbac crache sur la terre froide de la Champagne-Ardenne ou de la baie de Somme. Le colonel Barbac dynamite les cimetières militaires, les corps rangés les uns à côté des autres, au garde à vous pour l'éternité. Non, je mourrai ici, sous le soleil. Les serpents d'eau viendront me glisser entre les jambes et se couleront dans mon gosier. C'est bien. Je repense à Mbosolo. Je ne vaux pas la vie qu'il m'a donnée. J'ai toujours su que je n'arriverais pas à revenir des tranchées. Trop loin. Trop longtemps. Mais ceux qui m'attendaient avaient l'air de tellement y croire que je me suis laissé faire. Je pensais encore qu'ils avaient peut-être raison. Je les ai laissés essayer de me récupérer. Au fond, je savais que cela ne servait à rien, parce que les tranchées grouillaient encore en moi. Elles m'avaient appris le combat, la terreur et l'ivresse de survivre. Elle m'avait appris la rapidité de l'assassin et la patience du chien. On ne fait pas un homme avec cela. Nous n'étions plus des hommes. Elles ont mis du temps à s'en apercevoir. La mère, la femme. Elle voulait y croire, fêter le retour, fermer la parenthèse et reprendre la vie là où nous l'avions laissée. Mais je ne pouvais pas. Les gestes, je les avais oubliés. J'aurais dû leur dire cela, que ça n'était pas moi qui rentrais, que Quentin était mort là-bas, qu'il ne fallait pas essayer de me garder, mais me rendre à cette vie nouvelle qui venait de m'enfanter, violente et sale. Elle ne m'aurait pas cru. Alors nous avons essayé. Mais ça ne marchait pas. Quentin, disait la femme parfois, tu es sûr que ça va? Je faisais oui de la tête. Mais aucun son ne sortait de moi.
Je ne pouvais pas lui dire qu'au-dedans, la tourmente recommençait. D'un coup, comme ça, à cause d'un grincement de porte ou d'une odeur de viande brûlée. Les bombardements, les corps retournés. D'un coup, le cri des copains qui partent à l'assaut, le sifflement des balles et la nuit déchirée par le feu. Je ne pouvais pas lui dire que tout recommençait à brûler en moi. Quentin? Tu es là? Je faisais oui de la tête. Et je partais marcher un peu. Ça n'a pas pu durer. La violence, je la sentais en moi, par jaillissement. Envie de tuer, de saisir un couteau là et de percer qui que ce soit le premier corps devant moi. Le couteau, durant toutes ces années, avait été un prolongement de mon bras. Ça manquait. Oui, j'ai vite compris que ça manquait. Les jours calmes, toujours renouvelés, je ne pouvais plus. Je n'étais plus cet homme-là. Alors je suis parti, laissant la femme, la mère et le village derrière. Je n'ai pas eu l'impression d'abandonner quoi que ce soit. J'avais quitté tout cela le jour où j'avais été appelé sous les drapeaux. Je ne me suis pas demandé où j'allais aller. Je le savais depuis toujours. J'ai quitté Cogolin. Les femmes n'ont rien fait pour me rattraper. Elles avaient compris, elles aussi, que je ne m'appartenais plus. Que leur Quentin, ce n'était pas en moi qu'il fallait le chercher. Je suis allé à Marseille, et de là, sans hésiter, j'ai pris le premier bateau pour l'Afrique. Il n'y avait que cela de possible. Si l'Afrique ne marchait pas, ce serait la balle dans le crâne. J'étais décidé. Mais il fallait essayer cela auparavant. Le pays de Mbosolo. Voir le pays de mon frère. Suer sous le même soleil. Le continent noir m'appelait. J'étais un de ses fils. Depuis ce jour à l'infirmerie où je l'avais vu mourir. Noir. Oui. Il n'y avait que cela de possible. Où tout était à brûler. Je me souviens de ma stupéfaction devant la terre rouge d'Afrique et son grand ciel de criquet. Je me suis senti chez moi, étranger à tout, mais sur une terre qui me faisait du bien. J'ai su que je ne la quitterais plus, que je ne reviendrai jamais. J'ai su que je voulais désormais la couvrir de mes pas. J'ai commencé par l'ouest, et puis je me suis avancé dans les terres, et l'air devenait plus sauvage. Le bruit des bateaux s'éloignait, le cri des marchands s'estompait. Je plongeais dans l'Afrique avec le ravissement de l'aveugle qui découvre les couleurs. J'ai commencé par vendre du bois. J'avais rencontré un Italien du nom de Scamponi, qui était installé là depuis des années. Il m'a initié. Il vendait de tout. Bois, tabac, peau de fauve. Pendant longtemps, je l'ai suivi. J'aimais ça. Le commerce. Pas pour les marchandises que je vendais. Ça pouvait être n'importe quoi. Café, bananes, bijoux, je m'en moquais. Non. J'ai aimé le commerce. Les regards qui s'échangent. L'argent qui passe d'une main à l'autre. J'ai aimé ça. Des hommes sortaient de nulle part et nous avions affaire ensemble. Le temps d'une poignée de main. Je vendais des tissus, des pierres précieuses, du caoutchouc.
Puis chacun repartait à sa vie, évanoui. Une longue succession de rencontres et d'évanouissements. De rencontres et d'évanouissements. Sous le regard silencieux des perroquets sauvages. Après un an, j'ai quitté Scamponi. Je voulais être seul et plonger plus profond dans cette vie. J'ai changé de pays. J'ai changé de nom parfois. J'ai commencé mes trafics avec bonheur. J'ai vendu des armes, des fusils français, des pistolets italiens. J'étais un maillon de cette longue chaîne secrète. J'ai vendu du cat à l'occasion, parce que je connaissais un Somalien qui pouvait m'en procurer. Et les Français dans les bordels étaient friands de cette drogue qui chassait le sommeil. J'ai vécu des années dans ce grand continent sur les chemins du trafic. Et j'étais bien. J'allais d'un point à un autre, des villages nègres au comptoir français, de la brousse au port. Je m'oubliais, et cela m'enivrait. La marchandise imposait sa règle. La trouver, la payer, la transporter, la vendre, la cacher parfois. Elle m'occupait tout entier. Après 2 ans, j'étais devenu plus efficace que ne l'avait été Scamponi. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis arrêté sur les bords du fleuve Niger. Sa lenteur animale me faisait du bien. Je me suis arrêté, mais je ne pensais pas que j'épouserais à ce point ces paysages de calme et de noblesse. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec le capitaine Samar. J'étais arrivé dans la région depuis quelques mois. Il m'avait reçu chez lui, un soir. Le plaisir de voir un Français, certainement. Le capitaine Jean Samar. Soirée douce d'Afrique, pleine de grésillements d'insectes et de soupirs d'arbres. Je le revois. Samar, avec sa bonne tête d'honnête homme, buvant un verre de prune en pensant à la Sologne. Il savait ce que je faisais dans la région depuis plus d'1 an. On le lui avait dit, et cela le désolait. « Ripoll !» m'avait-il dit. « Franchement, je ne comprends pas. Un type comme vous, un ancien des tranchées, médaillé pour bravoure, paraît-il. C'est ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que vous faites ? Franchement, vos trafics, là, les armes, les pierres précieuses, vendre des fusils à ces pauvres nègres qui vont s'entretuer, ou pire, les utiliser contre nous. Franchement, Ripoll, un homme comme vous, au nom de la morale des poilus, j'en suis un, moi aussi, la bête somme. Je ne comprends pas, vous méritez mieux. J'aurais pu laisser Samar ronronner, le laisser évoquer avec grandiloquence le drapeau français, la vertu des poilus, l'exemple que nous représentions. Mais j'avais envie de mordre, et de le mordre lui, justement, avec sa gentillesse sucrée. Lui, oui, le capitaine droit et franc, avec sa moustache pleine de bonne volonté. Il allait bientôt me taper sur l'épaule, m'enjoindre de retrouver le droit chemin, me proposer un poste, pourquoi pas, ou du moins une lettre de recommandation signée de sa belle main de République. Je l'ai regardé avec la violence d'un coup de feu. C'est vous qui me dégoûtez, Samar. Après les tranchées, vous êtes venu là.
Vous avez traversé des mers, des fleuves et des forêts dans votre bel uniforme parce qu'on vous en donnait l'ordre. Vous y retourneriez dans la baie de Somme si on vous le demandait, et dès demain même, avec entrain. La jubilation de l'obéissance? Moi pas, Samar! Je brûlerai la cervelle du premier type qui oserait venir m'en donner l'ordre! Il n'y a plus rien, vous comprenez? Plus rien qui puisse me dire où aller et que faire! Mes commerces vous dégoûtent? Un ancien de l'armée ne devrait pas se livrer à cela? C'est ce que vous pensez, Samar? Mes trafics, je les aime, moi. Je vends des armes, je fais de l'argent sur du sang. Et ces mulets vont s'entretuer, vous avez raison. Ou se ruer sur vos comptoirs, peut-être un jour. Oui, avec des fusils que je leur aurais vendus. Et alors, Samar? Ne me dites pas ce que je dois faire. On me l'a dit lorsque je portais l'uniforme. Et c'était pour que j'égorge, pour que je brûle, pour que j'assassine sans fin, à longueur de journée. Je vends des diamants, du tabac, du café et de la dynamite. Je fais de l'argent. Je ne privilégie aucune tribu, c'est au plus offrant. Vous trouvez cela révoltant? Plus rien ne me révolte, Samar, depuis les tranchées. Plus rien ne me fait vomir. J'ai perdu le sommeil depuis longtemps. Le monde n'a aucun sens. Je le contemple la tête renversée. Un trafiquant, dites-vous? Un vaurien, oui, pourquoi pas? J'ai vu pire. Et je sais qu'il n'y a aucun châtiment à redouter. Le ciel est vide. Quand bien même Dieu aurait existé, nous lui avons crevé les oreilles et les yeux avec nos pluies d'obus qui déchiraient le ciel. Vous vous souvenez? Les nuits où ça pilonnait, le ciel rouge, la fumée qui semblait jaillir de la terre. Qui peut survivre à cela? Laissez-moi mes trafics. Vous ne valez pas mieux que moi. Si vous aviez un peu de bon sens, il y a longtemps que vous auriez chié sur votre uniforme. Ils ont fait de nous des bêtes, Samar. Que voulez-vous que je fasse? Je suis jeune. Il me reste quelques années à vivre. Je fais mon trou, comme une bête, c'est tout. Il avait le visage rougi par la colère. Outré, le capitaine Samar. Il m'a prié de sortir de chez lui. Il a marmonné encore des choses que jamais il n'aurait cru. Un nihiliste. Que c'était facile. Que c'était révoltant. Que la France, tout de même. Et le devoir vis-à-vis de nos enfants. Je me suis levé. J'ai souri. Je savais que j'étais laid à cet instant. Ce sourire me rendait laid. J'ai craché dans le verre de prune et je suis sorti. L'eau est tiède. Je me suis baigné souvent dans le fleuve. Je sens sa chaleur qui entoure la barque et traverse le bois. Je pourrais essayer de me lever et basculer dans les flots, en finir ainsi. Mais je préfère glisser encore. Je vois l'Afrique défiler une dernière fois. Les grands arbres secouent le ciel. Je veux jouir de cette tiédeur le plus longtemps possible. Ce jour-là, à Bandiagara, le ciel semblait plus vaste qu'à sa création. Des traînées de nuages rougis par le soleil flottaient dans les airs, comme des étendards délavés. Tout était beau. J'étais au pied de la muraille de la cité, là où se pressent les échoppes des marchands de tissus. Le marché de Bandiagara s'étendait sur des kilomètres. Je me souviens du brouhaha des hommes, mêlé au bruit des oiseaux en cage et au cri strident des singes.
Tout le monde avait quelque chose à vendre. Les soldats patrouillaient avec flegme pour montrer leur présence, pour que personne n'oublie que si ce marché existait, c'était le bon vouloir de la France. J'attendais un acheteur. Nous nous étions donné rendez-vous ici pour ne pas être dérangés. Je me laissais envahir par ce vacarme marchand. Il n'y avait que là, dans cette foule en sueur, que je trouvais une forme de soulagement. Je n'ai rien vu venir. Rien. À croire que mon instinct de soldat s'était assoupi. Je n'ai pas remarqué que les femmes avaient disparu. Je n'ai pas remarqué que des hommes qui n'avaient rien à vendre et ne désiraient manifestement rien acheter avaient pris place un peu partout. Je n'ai pas senti les regards qui se fermaient. Les oiseaux se sont tus dans les cages, comme s'ils attendaient. Et d'un coup, subitement, des lames ont jailli de sous les étoiles. Il n'y eut d'abord pas un cri, juste la violence des coups et la violence des corps qui se précipitent sur les soldats. Le bruit sourd du couteau qui entre jusqu'à la garde dans les côtes. Puis enfin le cri des assassinés. Les soldats comprirent, hurlèrent. Quelques coups de feu furent tirés au hasard. Des échoppes furent renversées. Ce fut alors un soulèvement de toute la foule autour de moi. J'ai compris que j'étais blanc. Au milieu de la foule. Blanc. Comme une cible dans la nuit. J'ai à peine eu le temps de me cacher le visage entre les poings. 5 ou 6 hommes m'entouraient. Ils me rouaient de coups. Je suis tombé à genoux. Ils me frappaient à toute force. Je me suis effondré dans la poussière. Je sentais leurs pieds, leurs poings, leur rage qui me martelait les flancs. Ils allaient me tuer, avec obstination, à main nue. Ils allaient frapper jusqu'à ce que mon visage ne ressemble plus à rien. J'ai eu le temps de penser à cela. Ma main a fouillé sous les plis de ma chemise dans mon dos à la ceinture. Je n'ai décidé de rien. C'était comme si le corps faisait selon sa propre volonté, obéissant à son seul instinct de survie. Il continuait à frapper. J'ai saisi la crosse de mon pistolet. J'ai encore eu la force de hurler en les mettant en joue et de me relever. J'ai brandi mon arme. Je titubais. Ils ont reculé, faisant cercle autour de moi. Je les discernais à peine. Du sang me coulait dans les yeux. Je ne voyais que des corps encore chauds de la mêlée. Ils attendaient de voir ce que j'allais faire. Ils savaient que certains d'entre eux allaient mourir. Au premier coup de feu, ils bondiraient sur moi. Mais ils hésitaient encore. Je les voyais mieux maintenant. De jeunes hommes, aux traits sévères. C'est là, dans le temps infini qui s'étirait, que tout a basculé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai vu un soldat français, devant moi, à terre. Il avait profité de la surprise causée par mon arme brandie pour reprendre ses esprits. La veste déchirée, il observait les assaillants avec rage. Il me regardait. Je l'entendais. « Tuez-les! Tuez-les tous !» Ce regard, je l'ai croisé. Et cela m'a semblé évident. Lentement, j'ai dirigé mon arme sur lui. Les nègres se sont immobilisés. J'ai tiré 3 coups de feu sur le soldat dans la poussière. Et ce fut comme si ces coups de feu délivraient à nouveau la fureur de la foule. Les coups plurent à nouveau. Des ombres se jetèrent sur des hommes pour les étrangler. On hurla. Quelques coups de feu, encore, firent trembler le soleil. Mais plus personne ne me toucha. On me frôlait à peine.
La foule chassait maintenant les survivants. La garnison de Bandiagara, 17 hommes au total, fut anéantie ce jour-là, comme dévorée par un essaim de jaguars. Puis d'un coup, ce fut le silence. Il n'y avait plus d'ennemis vivants. Les échoppes avaient été renversées, les marchandises piétinées. 17 corps de Français gisaient dans la chaleur écœurante de l'été. Et je restais là, moi, ébahi, parmi ceux qui avaient voulu me tuer. C'est alors que je l'entendis pour la première fois. Ce nom, il monta de la foule. Les hommes me regardaient, je n'avais pas bougé. Le visage ensanglanté, le pistolet à la main, je les fixais dans les yeux. Et je les entendis reprendre un à un ce nom dont ils me baptisaient. Le colonel Barbac. Le colonel Barbac. Le sang finissait de couler. Le vent caressait les corps. Il m'avait épargné. J'étais des leurs désormais. L'insurrection du marché de Bandiagara a marqué le début de ce que le capitaine Samar a appelé la guerre contre les insurgés. On m'a rapporté son propos. La guerre. Il déclarait la guerre à ces hordes sauvages, comme il les appelait. Et à moi, qui avais osé tirer sur un homme de mon pays, un Français, un soldat qui plus est. Foutaise. Comme si la guerre n'avait pas été déclarée depuis longtemps. Ils me l'ont inoculé, moi. Depuis les tranchées, je vis dedans. Et lorsque j'ai foulé le sol d'Afrique, je l'ai vu partout. La guerre, dans les cravaches que portent avec assurance les officiers français. La guerre, dans le regard maté des hommes qui courbent les chines devant notre drapeau. La guerre qui gronde partout. Mais Samar n'a jamais rien compris. Il a parcouru le marché délabré le soir même. Il a compté les morts de ses soldats poignardés. Il a écouté les mâchoires serrées, le récit qu'on lui faisait de ma participation. Il a probablement été vérifié lui-même qu'un soldat avait bien été tué par balle. Il a dû se demander pourquoi. J'imagine Samar qui ne comprend pas, qui bouillonne de rage et de frustration parce qu'il ne comprend pas. Comment ai-je pu être tout d'abord roué de coups, laissé presque pour mort, et ensuite prendre le parti des sauvages? À moins que je n'ai perdu la raison. C'est sûrement ce qu'il a conclu. Un fou, oui, un enragé. Jusque-là, il n'avait éprouvé que de la compassion pour moi, mais maintenant il était de son devoir de m'empêcher de nuire. La guerre, oui, entre lui et moi, entre la France et cette poignée de rebelles qu'il fallait mater au plus vite, avant qu'il ne donne de mauvaises idées au reste du pays. Si Samar voulait la guerre, j'étais prêt, et depuis longtemps. Je me suis paré pour l'occasion. J'ai ressorti de ma malle l'uniforme bleu horizon que j'avais conservé. J'ai mis la veste sur mon torse nu. Les hommes qui m'avaient fait l'heure m'ont offert des colliers que j'ai portés avec fierté. J'ai mis de grosses boucles d'oreilles, des bagues à mes doigts. J'ai laissé pousser ma barbe et mes cheveux. Je me suis scarifié le torse pour que les esprits du pays m'acceptent et me transmettent leur fureur. Oui, j'étais prêt. Le colonel Barbac venu d'un cauchemar pour faire pleuvoir sur les Français une pluie de balles. Je voulais qu'ils cessent de dormir, qu'ils s'habituent à la terreur, jour et nuit, que ce soit leur seule compagne. Qu'il n'y ait pas un instant où une patrouille ne craigne de tomber dans une de nos embuscades. Je sais de quoi ont peur les Français. J'ai fait courir les bruits les plus fous, que nous mangions nos victimes, que je violais les cadavres. Nous étions partout. J'ai mené une guerre d'usure. Je harcelais les comptoirs. Je massacrais les convois. Il fallait que tout déplacement soit dangereux, qu'ils se retranchent dans leur fort, et que là encore, nous allions les chercher. Je menais des batailles éclairs. Je sais faire la guerre.
Je suis le meilleur. C'est la France qui m'a appris. Samar n'est pas de taille. Je suis né dans les tranchées. Je suis devenu leur hantise. J'ai appris à connaître le pays. J'ai écouté les forêts la nuit. Je me suis glissé dans les eaux du fleuve pour connaître la vigueur des bêtes. J'étais au milieu de mes frères, ceux qui étaient venus se battre à nos côtés dans les Ardennes ou la bête Somme. C'était à mon tour de les aider maintenant. Le continent noir se secoue pour faire tomber ces petits tyrans en uniforme. Je suis là, je suis partout. Je suis mort depuis longtemps. Je cours comme une ombre d'un fort à l'autre. Je vous scalperai tous jusqu'à ce que vous quittiez ces terres. Votre temps est révolu, oui. C'est la guerre. Et vous devriez capituler, car vous n'êtes pas de taille. J'ai un appétit d'ogre et je ne reculerai pas. Je suis la guerre. C'est pour cela qu'ils m'appellent le colonel Barbac. Ils ont reconnu cela en moi. Une hyène qui tue et qui s'ennuie quand elle ne tue pas. Je n'ai pas toujours été ainsi. Mais il faut remonter trop loin. Je ne me souviens plus. Non. Toute ma mémoire est un champ de bataille. La grande guerre des tranchées m'a transformé. Je suis la guerre. Parce que je ne sais faire que cela. Et que je m'insulte la nuit de n'être bon qu'à tuer n'y change rien. Que je me déteste et que je me frotte les mains dans les eaux du fleuve pour essayer de les laver n'y change rien. Ils ont fait de moi un monstre. Partout où je vais, j'apporte la poudre et les corps suppliciés. Partout où je vais, on murmure mon nom avec effroi. Barbac, Barbac, le soldat fou qui tue les Français. Barbac qui assaille les comptoirs, pille les forts et met en pièces les régiments. Des années de guerre. Combien? Je ne sais pas. Je ne vis plus comme ça, en comptant les mois, en fêtant les saisons et les anniversaires. Je ne vis plus comme ça. Une ligne droite. Il ne me reste plus que cela. Une longue ligne droite, faite d'assauts, d'embuscades, de chasse et de défaites. Nous perdions des hommes, bien sûr, énormément. Mes guerriers étaient courageux, mais ils se faisaient faucher par les mitrailles. Et nos machettes ne pouvaient rien contre les mortiers. Nous perdions des hommes, mais personne d'autre que nous ne le savait. Qui savait combien nous étions? Samar n'en avait aucune idée, et c'était cela qui le terrifiait. Combien d'hommes, de combien de villages venaient régulièrement grossir nos rangs? Est-ce que le pays était en train de se soulever? Ces questions tournaient dans sa tête avec la chaleur de l'harmattan et lui faisaient trembler les doigts autour de son verre de prune. Il ne savait pas, il ne savait rien.
S'il avait su, Samar. S'il avait su. Nous n'avons jamais été nombreux. Une poignée d'hommes que ces régiments auraient pu anéantir en une journée s'ils avaient su où nous trouver. Nous n'avons jamais été nombreux, mais le pays nous cachait. J'ai cru au tout début que le grand soulèvement du pays serait possible. Que c'était à cela qu'il me serait donné de participer. Et puis très vite, j'ai su que le vent soufflait contre nous. L'Afrique tout entière passait la tête sous le joug. Partout des coups de feu, des révoltes, des hurlements. Mais cela n'inversait pas le cours du fleuve. Ce n'était que les soubresauts du vaincu. L'Afrique était à genoux, main derrière le dos. Nos attaques contre les comptoirs n'y changeaient rien. Nos rapines et nos assassinats ne comptaient pas. J'ai vite su que nous ne pouvions que perdre. Mais je n'ai rien dit. La victoire était de durée. C'est pour cela peut-être que je ne comptais pas les années. Je me suis battu. Et j'ai fait de mon mieux. Mais la France, tout doucement, avec patience, nous a étranglés. Samar ne s'en rendait même pas compte. D'autres que lui participaient au combat qui nous faisaient plus de mal et contre lesquels je ne pouvais rien. Des tribus étaient achetées. Des alliances se faisaient pour nous isoler. Lentement, on nous coupait du pays. Des nègres assoiffés de sang. Voilà ce que nous étions. Moi, oui, ces noms me convenaient. Mais eux, mes hommes, mes frères, eux, non. Ils se battaient avec plus de beauté que moi. Ils n'avaient pas les yeux ravagés que j'ai, et la laideur sèche des tueurs. Leurs esprits ne s'étaient pas brûlés au contact de la Grande Guerre. Pour eux, le geste restait net. Ils se battaient pour leur terre et leur liberté. Ils m'avaient accepté à leur côté parce que je leur servais. Je savais mener une attaque et je terrifiais les Français. Ils m'ont utilisé. Et ils ont bien fait. Et lorsqu'ils ont voulu renoncer à la guerre, lorsqu'ils se sont rendus compte, comme je l'avais fait avant eux, qu'il n'y avait rien d'autre que la défaite et qu'il fallait mieux pactiser. Ils se sont débarrassés de moi. Il n'y avait rien d'autre à faire. Asphyxier. Nous étions asphyxiés. Ils ont eu raison. Pour leur famille, pour préserver le peu qu'ils avaient. Ils ont déposé les armes. Et Samar a pu sourire. Combien de temps cela a-t-il duré? Je ne sais pas. J'ai vieilli horriblement. Un corps décharné. Cette longue chasse m'a usé. À moins que non. À moins que des dizaines d'années ne se soient véritablement écoulées. Et que Samar aussi ne soit devenu un vieillard. Il faudrait que je le voie pour savoir. Mais je ne le verrai plus. Je file sur le fleuve. J'entends les cris de ceux qui me voient passer. Les coups de feu qu'ils tirent des berges. C'est bien. C'est mon dernier voyage.
Tout est fini depuis la dernière nuit sans lune. Nous faisions halte dans ce village depuis des mois. Tous les chefs de guerre étaient là. Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il se passait. Cette nuit-là, ils ont enterré la guerre. La grande cérémonie ne pouvait avoir lieu que cette nuit-là. La lune était invisible. Et un monde nouveau allait naître le lendemain. Ils ont décidé de cesser le combat. Ils ont décidé d'accepter les propositions des Français. Ils acceptaient le joug. Ils le savaient. Mais ils étaient épuisés. Cette nuit-là, ils ont enterré la guerre. Tous les hommes ont été réunis côte à côte. Les femmes ont chanté les poèmes ancestraux de la terre, puis elles ont fait boire à chacun le breuvage de la paix. Je l'ai bu, comme les autres. C'est un alcool qui enflamme le palais, une liqueur qui permet de revenir à la vie. Elle provoque une puissante poussée de fièvre dans tout le corps. Elle tue parfois. La tradition dit que ceux qui meurent sont ceux qui ne pouvaient pas revenir à la paix, ceux que la guerre a brûlés, ceux qui sont allés trop loin. La liqueur les tue parce qu'ils appartiennent au vieux monde. Les autres suent toute une nuit. Le désir de tuer, la sauvagerie violente du combat, l'appétit de vengeance coule hors d'eux. Le corps se libère du meurtre et ils renaissent calmement, acceptant les jours lents de la vie. C'est cette liqueur que nous aurions dû boire après les tranchées, tous, un par un, pour voir qui pouvait revenir et qui était déjà mort. Je l'ai bu cette nuit-là. Je savais que je n'y survivrais pas. Quelques heures plus tard, la fièvre s'était installée dans mon corps et elle ne m'a plus quitté. Lorsqu'ils ont vu que je tremblais comme un singe blessé, lorsqu'ils ont vu que j'avais les lèvres blanches et les yeux rouges, ils ont commencé à s'agiter. Je n'ai pas tout de suite compris ce qu'ils faisaient. J'étais en lutte avec mes propres démons. Tout se mélangeait. Une pluie d'obus tombait sur les berges du fleuve. Des singes portaient des masques de gaz et se ruaient vers nous avec l'air fou des syphilitiques. La terre des tranchées se mêlait aux odeurs chaudes de l'Afrique. Je revoyais des camarades disparus. Barboni riait de toute sa force d'homme supplicié. Tout se mêlait et j'étais assailli d'odeurs et de souvenirs. J'entendais la mitraille allemande crépiter et faire s'envoler des nuées épaisses de criquets pèlerins. Je n'ai pas vu tout de suite qu'ils apprêtaient une pirogue, la plus grande de toutes. Ils la décoraient avec des fleurs fanées et des couleurs de sang. Ils y déposaient des armes et des amulettes de guerre. C'était ma pirogue, celle avec laquelle j'allais les quitter. Je ne pouvais plus rester parmi eux. Ils enterraient la guerre cette nuit, et je ne fais que cela. Ils allaient me déposer dans la pirogue et me laisser glisser au fil de l'eau. C'était une embarcation sacrée. Ils la préparaient avec ferveur. Je me suis demandé pourquoi ils ne me tuaient pas plus tôt. Que l'un d'entre eux me tranche la gorge comme ils le font aux ébus les jours de fête. Que l'un d'entre eux assassine le colonel Barbac. Je ne me défendrai pas. Je tendrai mon cou même s'il le faut. Mais ils ne peuvent pas. Je les ai aidés. Je les ai menés au combat. Ce serait criminel.
puis, ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas où je suis né. Et il y aurait certainement à craindre la vengeance d'esprits lointains. Ils ne peuvent pas. Alors ils m'ont fait boire la liqueur des nuits sans lune. Ils m'ont apprêté la grande pirogue de guerre. Et ils m'ont salué. Je les ai regardés une dernière fois. Je les ai aimés, ces hommes-là. Puis sans trembler, avec un vague sourire sur les lèvres, je suis monté dans la barque et j'ai senti les eaux du fleuve qui prenaient possession de moi et m'emmenaient doucement au bout des mondes. Je glisse le long du fleuve depuis des jours. Lorsque je dépasse un village, j'entends les cris des enfants qui préviennent de mon passage. Les hommes abandonnent leur ouvrage et saisissent leurs armes. Ils tirent sur ma barque en hurlant. Ils tirent pour tuer la guerre qui passe devant chez eux. Les balles font craquer le bois. Les flèches se plantent dans les plis de mon uniforme. Je suis assailli. Lorsque j'ai la force, je jette par-dessus bord un bâton de dynamite. Je ne cherche à atteindre personne. Je réplique simplement. Les bâtons, d'ailleurs, n'atteignent pas la berge. Ils éclatent dans l'air et font sursauter les enfants. Je suis le colonel Barbac. Ma pirogue crache le feu. La guerre descend le fleuve. Et partout les hommes me chassent. Je ne suis plus de ce temps. J'entends les oiseaux le dire à mes oreilles. J'entends les serpents d'eau le siffler autour de moi. Je suis bien. La fièvre me tient compagnie. Je n'ai plus de force, mais je n'en ai pas besoin. Il ne me reste plus rien à faire d'autre que de mourir. La liqueur me tue. Il fait chaud. Je repense à la femme là-bas qui disait mon nom. Quentin, tu es là? Je repense à son visage de campagne paisible. C'était une autre vie. L'eau entre dans la pirogue. Je la sens qui me baigne les pieds. Je suis avec mes armes. Je ne pleure pas sur ma vie. Je pleure sur les vies que j'aurais pu mener, qui ont été ensevelies. Mbossolo m'aurait-il sauvé s'il lui avait été donné de voir ce que j'allais devenir? Je me suis battu aux côtés des nègres. J'aime cette terre. Je la laisse défiler. Comme le ciel est grand. Il tire à nouveau. J'entends les cris. Les balles sifflent autour de moi. Qu'il tire. Je suis un épouvantail. Que l'on m'enterre avec la guerre. Je file le long des eaux. Ce fleuve ne finira pas. Il est large et majestueux. Je suis un point minuscule dans son immensité calme. Petite chose humaine qui finit, sans que cela fasse frémir l'air alentour. La fièvre m'emporte et me libère. Je ne suis plus le colonel Barbac. Pour la première fois depuis longtemps,
Je ne suis plus l'homme aux mains de sang. La fièvre fait disparaître en moi, un à un, tous ces hommes. Barbac, Ripoll, ils me quittent. Je reste comme nu, le ciel immense au-dessus de moi. Je sens le vent chaud me caresser la peau. Laissez passer l'homme qui meurt. Laissez passer le vieillard aux deux vies. Il fait bon. Le cri des singes me réchauffe. Tout continuera à vivre et grouiller après moi. Je me fonds dans les eaux du fleuve. Le mouvement lent des courants souverains tout autour de moi. Les coups de feu lointains. Je suis content de disparaître. Mes frères crient à mon passage. Je suis content de disparaître. La terre vivra mieux sans moi.